Bonjour et bienvenue dans La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Ida? C'est à moi. Alors, malgré un parcours loin d'être linéaire, il a plutôt l'air, à 43 ans, plutôt bien dans ses baskets. Il n'a pas sa langue dans sa poche et chacun de ses discours sonne ou frappe comme une calotte, comme on dit chez nous, dans le seul but et simple but de nous réveiller. Le fil rouge de notre émission du jour: comment vivre une quarantaine décomplexée? Notre invité, Laurent Giboyau. Alors Laurent, bonjour et bienvenue à La Vie 4.0. Salut, salut. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Pas de beaucoup. souci, c'est avec plaisir, grand plaisir même. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent ou te redécouvrent, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui est Laurent Giboyau? Alors, déjà, je suis, j'allais dire un jeune homme maintenant, plutôt maintenant, à 40, ça commence à monter. Ouais. Mais la jeunesse se trouve dans la tête. Donc, je dis que je suis un jeune homme de Rivière-Pilote. J'ai grandi à Rivière-Pilote. J'ai fait toute ma jeunesse là-bas et je suis très attaché à ma commune, même encore maintenant. Alors, je n'y vis plus. Je n'y vis plus, mais j'ai beaucoup de copains qui ont aussi grandi là-bas et voilà, j'ai beaucoup de souvenirs sur Rivière-Pilote. Ouais. Et je suis aussi très attaché à mon pays, la Martinique, la Caraïbe. Donc je n'ai jamais vraiment voulu m'expatrier, partir. J'ai beaucoup de copains qui sont partis faire leurs études sur la France en fait. Mais moi, nous en fait, mon père a toujours c'est lui qui a monté RLDM en fait. Mon père était un ingénieur en radio télécommunication, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, radiofusion. C'est ça. Okay. Et c'est lui qui a monté RLDM. C'est lui qui a d'ailleurs mis en place les bottes phones. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Les premiers bottes phones que tu voyais là sur les véhicules, là, Oui. c'est lui qui faisait. Et on a toujours été, si vous voulez, on a toujours grandi avec cette idée, pas de l'indépendantisme, mais plutôt du côté un peu chauvin chez nous. Pourquoi la France alors qu'on a les États-Unis, on a la Caraïbe et tout ça. Donc moi, mes premiers voyages, c'était sur Miami, c'était sur la Floride, c'était sur Sainte-Lucie, c'était sur Saint-Martin. Et la France, j'ai connu la France très tard. Hein. J'ai connu la France, je sais pas, mon premier voyage sur Paris, j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. Ok. Alors que tous mes copains étaient déjà partis là-bas en vacances, ils y partaient chaque année, ils avaient de la famille là-bas. Et en plus, j'ai de la famille là-bas. Hein. Ok. Mais nous, on a toujours grandi avec ce côté American touch, voilà. Et c'est vrai que ce côté, pas indépendantiste, mais cette idée de la Martinique aux Martiniquais, ça a toujours grandi en moi. Je ne suis pas indépendantiste, loin de là. Pour moi, l'indépendance est un vague concept, hein. On est tous plus ou moins... aucun pays au monde n'est indépendant. C'est toute une histoire de règles, de législation. Donc, les problématiques sont plus clairement politiques. Après, qu'est-ce qu'on veut clairement, qu'est-ce qu'on met dans l'indépendance, ça, c'est un autre sujet. Même s'agissant, mon concernant, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours grandi dans cet environnement-là du côté... Pas le regard tourné vers la métropole, en tout cas. Ok. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit de toi? Si Alors, on dit de moi, j'étais un caractérisé. peu marginal, en fait. J'ai toujours été assez marginal à l'école. Je n'ai jamais voulu faire mes études, me marier, avoir une maison, un travail. J'ai toujours voulu faire un tour du monde. Oh, tu anticipes un petit peu trop la prochaine question. Ouais, bon. Alors, tu vas me demander qu'est-ce qu'on dit de moi, mais c'est ça. Qu'est-ce en qu'on fait. dit de toi? Voilà, c'est ça, en termes de personnalité. Voilà, assez un marginal. Je rebondis toujours sur les choses et puis je n'ai jamais vraiment voulu... Je suis toujours changeant. J'aime faire plein de choses à la fois, en fait. Justement, je te parlais de ton parcours non linéaire, justement, au niveau professionnel. Alors, Quand au tu dis niveau que tu aimes professionnel, moi, rebondir. en fait, j'ai fait beaucoup de formations dans la prévention des risques professionnels. C'est comme ça que je suis devenu préventeur, d'ailleurs. Ok. Et c'est vrai que mon parcours est assez atypique parce que je n'ai pas pris ce chemin-là. Après mon lycée, en fait, j'ai monté une boutique diététique qui s'appelait Madinina Diet, que j'ai gardée pendant presque 4 ans au Marin. Je vendais des produits diététiques. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de diététique. J'ai appris dans les livres. Donc, je suis un autodidacte. En fait, j'apprends beaucoup facilement moi-même. Okay. Ça, c'est à 18 ans, c'est ça? J'ai monté ma boutique. Non, j'avais 21. D'accord. 21 ans. Donc, déjà, je l'ai l'esprit vendu à entrepreneurial. 25, ouais. Ok. Et j'ai réussi à la vendre à 25 ans puisque mon père est venu me voir pour me dire voilà, il a un business dans la prévention puisque lui, il est expert au tribunal en prévention des risques professionnels. Donc, on traite de toutes les problématiques à la santé et la sécurité au travail. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais une boutique diététique, en fait.
Et j'ai appris sur le tas, en fait. Les produits, c'est les clients qui me disent « Ouais, mais pourquoi tu n'as pas ça? Achète ça. » Donc j'allais, je lisais, je voyais. Mais en fait, quand je t'écoute, je remarque que ton père, il a créé une radio, tu es sur la diététique, et quand on t'écoute aujourd'hui parler de santé, de se prendre en main, tu es dans l'audiovisuel, tu crées tes propres programmes. Donc il y a quand même des éléments de ton enfance, de ta jeunesse qui s'agrègent et puis qui construisent un peu le puzzle de ta vie aujourd'hui. En fait, si tu veux, oui, parce que quand tu grandis, moi, quand j'étais à l'école, j'aimais toujours les gens, en fait. Et je me préoccupais toujours de leur ressenti. C'est-à-dire que je n'aimais pas faire sentir aux gens qu'ils étaient mal à l'aise quand ils étaient avec moi, en fait. Okay. Donc, dès que je sentais qu'il y avait un petit malaise, je me faisais toujours l'avocat du diable. D'ailleurs, avec mes copains, c'est ce qu'ils me reprochent. Ouais, mais Laurent, tu connais pas toute l'histoire, pourquoi tu le défends, c'est toujours comme ça. Je suis toujours, dans mes copains, le dernier au courant des histoires. Parce que je veux pas savoir, je veux pas connaître les histoires des gens, ça ne m'intéresse pas, en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est la ligne directrice qui t'a suivi, une des lignes directrices qui te suivent dans ta vie, quoi, depuis tout jeune. J'ai toujours l'avocat du diable, c'est-à-dire que je donne toujours une chance aux gens. On va me venir me raconter un truc sur toi, je vais pas forcément te défendre, mais je vais essayer de trouver une raison à ce que tu as fait. Ouais, je me dis oui, mais tu sais, peut-être que tu as fait ça, mais t'as pas toutes les données, peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais tu sais pas, tu vois. Ouais. Et on a toujours tendance à réagir trop à l'émotionnel. On est tous un peu comme ça, en fait. C'est dangereux, en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Quand on vit avec, bon, je suis très émotionnel, hein, mais quand on a beaucoup d'émotions comme ça, il faut savoir prendre du recul, en fait. C'est pas évident parce que on a des principes de vie, quoi, tu vois. Quand il y a des choses qui sont, tu ressens une injustice, t'as envie de te révolter, en fait. Et il faut savoir prendre du recul. Mais d'ailleurs, c'est clairement de l'actualité. Le conflit israélo-palestinien, c'est clairement ça. On est sur de l'émotionnel, tout le monde on essaie de faire des camps. Oui, les terroristes d'un côté, oui, l'extrême droite de l'autre. Alors qu'en fait, en gros, c'est deux extrêmes qui sont en train de s'opposer. Alors que tout ce qu'on veut, les gars, c'est calm down. On veut juste vivre en paix, les frères. Donc moi, je comprends ta problématique, mais je comprends aussi sa problématique. Mais les gars, keep cool, en fait. On a juste besoin de vivre ensemble. D'accord. Donc en fait, tu es animé de ce côté. Voilà, t'aimes pas les injustices, pas juger les gens, enfin c'est un peu ce côté-là depuis tout petit. Et j'aime pas, si tu veux, que les gens ne soient pas vus comme ils sont, en fait, c'est ça. Et pour moi, tout le monde c'est moun. D'ailleurs, j'ai toujours fonctionner comme ça, en fait. Les gens, je vais voir quelqu'un dans la rue là, je vais lui parler comme je parlerais à un gars en costard cravate. Ça me dérange pas, même si je vais adapter mon langage et mon attitude, mais la considération, elle sera la même, en fait. Moi, tu vas pas m'impressionner parce que tu as un poste ou quoi, tu es quelqu'un. Moi, rien à foutre. Ouais. Ça veut rien dire pour moi. Parce que tu as peut-être eu plus de chance, tu as lu 2 livres, ok, tes parents étaient là autour de toi, tu as pu faire 2 petites études et tout ça. Aujourd'hui, tu te sens parce que tu as un peu d'argent et puis tu as une posture, mais en fait, t'es rien. Si tu ne considères pas l'autre sans le connaître, pour moi, tu n'es rien. Tu n'as rien compris à la vie. En fait, il suffit pas de lire, en fait. Parce que tu peux lire une quantité de livres. Le savoir ne va jamais égaler le savoir-faire. C'est-à-dire que tu peux apprendre tout ce que tu veux, tu peux lire tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu ne sais pas mettre en application ce que tu as appris ou ce que tu as lu dans ton quotidien, en fait, ça ne sert strictement à rien. Ça te vient d'où, cette manière de penser, de fonctionner ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à finalement penser comme ça ? Honnêtement, ta pensée n'est pas une pensée commune. Ouais. Et ton fonctionnement non plus. Honnêtement, je vais te dire une chose. Pendant mon adolescence, je recherchais beaucoup une certaine spiritualité. Et ce qu'on nous proposait, et ce qu'on nous propose encore aujourd'hui, c'est la convention, c'est-à-dire les religions, le catholicisme, je sais pas moi, je dis une bêtise, adventistes, témoins de Jéhovah, musulmans, les religions qui sont connues. Alors que pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très attaché à cette identité caribéenne. Okay. Et la seule religion pour moi, la seule doctrine spirituelle, c'était le Rastafari. Okay. Et j'ai été Rasta pendant presque 3 ans. Je faisais du Nyabinghi et tout ça. J'avais même mon nom de Rasta et tout. Ah ouais, d'accord. Et j'étais végétarien. On découvre des choses là aujourd'hui. Je mangeais pas d'animaux. C'est comme ça que j'ai monté ma boutique diététique. Ok, donc il y a un lien effectivement par rapport à ta spiritualité. Et ça a été ça en fait au départ. C'était vraiment ça, le côté où les gens en fait ne comprennent pas que pour moi le plus important c'est le vivant, c'est les gens, c'est nous, c'est les êtres vivants en fait. Donc ça t'a donné une ligne de conduite finalement pour toute ton évolution. Et ce qui m'a fait sortir de ça, c'est la méconnaissance justement des gens qui suivent le mouvement et qui n'ont pas de discernement en fait.
fait. Qui n'avaient pas suffisamment de discernement, mais surtout qui ne cherchaient pas à s'enrichir, en fait. Ok. De textes, des choses réelles. Tu parlais des on-dit, oui, tu avais une espèce de philosophie un peu borderline, quoi. C'est-à-dire, c'était limite où tu discutais avec un frère, il te parlait de la puissance noire, tout ça, machin, mais en fait, il avait sa copine blanche et tu comprenais pas, en fait. C'était pas forcément aligné, il y a des incohérences. Le truc, frère, Black Power, tout ce que tu veux, là, les blancs, les ceci, les machins. Limite, il était déjà en train d'incriminer les blancs, mais derrière, il avait sa copine, je comprenais pas, en fait. Alors, Laurent, on sent que le sujet, il est débordant, voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. C'est l'amour, en fait, c'est l'amour, le partage, et moi, tout ce qui est histoires de Black Power, de White Power, tout ça, ça n'a aucun sens. Scientifiquement parlant, la couleur de peau n'a pas d'impact, ça n'a rien. Si tu parles à un scientifique, il te dira c'est juste des nuances de peau, les gars. Faut qu'on s'arrête. Mais alors, on va quand même revenir. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. On aura l'occasion de t'inviter sur ce sujet-là. On va faire un flashback quand même, parce que là, on était sur rastafarisme et tout. Tu étais à la vingtaine. Mais quand tu étais petit, peut-être adolescent, collégien, roumain, c'est déjà. Quand tu étais ado, comment tu t'imaginais quand tu serais plus grand, en fait, ou bien peut-être même à 20 ans? Est-ce que tu avais une vie rêvée, des objectifs à atteindre en fonction de l'approche d'âge? Je voulais vivre une vie de marginal. Ça veut dire quoi, vivre une vie de marginal? Je voulais vivre sur un bateau. Ok. Et ne pas avoir de contraintes. Je ne voulais pas payer de loyer. Je ne voulais pas je ne voulais pas devoir travailler. Je ne voulais pas avoir de responsabilité. Alors. Mais ça, c'est parce que tu es jeune, en fait. Dans ta vie de jeune, les responsabilités, ce sont tes parents qui les ont. C'est ça. Donc, tu comprends pas tout ça. Tu te dis, oui, la vie est facile. De toute façon, c'est facile de vivre sur un bateau. Et puis, je n'aurais pas à travailler, tout ça. Mais même quand tu commences à comprendre que tu peux effectivement avoir cette vie de marginal, mais qu'au fond, tu seras quand même à l'écart de cette société. On te mettra à l'écart de cette société. Cette société, elle a un mode de fonctionnement. Donc, il faut chercher à s'adapter. L'homme doit s'adapter. Que tu le veuilles ou pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas les règles en société, le but est de vivre ensemble. Le but n'est pas de vivre toi de ton côté, mais de vivre avec les autres. Et ça, tu le fais comment? En sachant que tu ne veux pas suivre telle ou telle règle, que tu n'aimes pas telle ou telle règle. Donc, il y a une forme de résilience, il y a une forme d'acceptabilité, il y a une forme d'ouverture d'esprit, je dirais, sur les choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Mais à quel moment tu as ajusté? Tu t'es dit, bon, la vie de marginal, ce sera peut-être pas forcément réaliste. Ouais. Et comment ça s'est décliné? Encore le rastafarisme, oui. Parce que le rastafarisme, en fait, c'est l'une de l'essence du rastafarisme. C'est le retour aux sources, le retour à l'élément essentiel qu'est la nature, c'est la non-reconnaissance du système, ce qu'on dit babylonien, donc le système en place et tout ça, qui te force à aller travailler, payer les impôts et tout ça, donc tu appartiens à un système. Donc c'est tout ça, c'est toute cette notion-là. Tu as tout remis en question là par rapport à quand tu t'enrichis, en fait, quand tu lis, par exemple, moi j'ai lu Omar Omwell, celui qui a monté le Pinacle en Jamaïque, comment il a construit sa communauté, il n'y a pas de Locks, Omar Omwell, le premier des Rastas, ce qu'on dit le premier Rastafari, ce qui a monté le Pinacle. Quand tu commences à lire tout ça, quand il te parle de l'herbe, de la marijuana, quand il te parle des plantes médicinales et tout ça, comment consommer la marijuana, etc. Et tu constates qu'en fait, ça peut devenir une drogue, mais en fait, ce n'est pas une drogue. C'est un médicament. C'est un peu comme si je te dirais, est-ce que tu devrais prendre un médicament tous les jours? Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose que tu dois prendre ponctuellement, mais tu peux le prendre sous différentes formes. Tu n'es pas obligé de fumer un spliff. Tu peux consommer de l'huile de marijuana. Tu peux te passer de l'huile avec. Il y a énormément de... Donc, en fait, on a toujours cherché à expliquer aux gens que on vit en société, les règles, elles sont là, mais en fait, ce qui est vrai, c'est la connaissance. C'est ça qui fait foi, c'est pas les règles de la société, on définit des règles parce qu'on a une certaine connaissance de la vie, de l'humain, de l'existence de l'homme, de la science. Donc tu as toujours défini ta vie par rapport à tes propres critères. Mes propres critères et surtout aux éléments scientifiques, des choses qu'on peut démontrer. Et ça c'est fondamental aussi. Il faut que je puisse démontrer des choses. Même si ma spiritualité est là, viens pas me raconter des trucs à l'envers. Écoute, il y a des gens qui font des études, qui ont pris des connaissances, il y a des choses 1 + 1 = 2, mon frère. C'est tout, c'est scientifique, c'est mathématique. Donc les gens qui font du spirituel, qui viennent avec des livres, des théories complotistes ou c'est pas sous-tendu par fait scientifique. Des histoires, faut arrêter avec ça. Et donc du coup, t'es à 20 ans. À 20 ans, t'avais dans cette dynamique d'être marginal. Comment ça a évolué dans le temps, 30 ans?
Après, je pense aussi c'est ma vie en société, le fait de vouloir faire des choses. J'ai toujours voulu faire plein de choses en fait. J'ai monté ma boutique diététique, j'y connaissais rien, donc j'ai lu, j'ai appris sur les plantes, la prévention des risques professionnels. Je me suis formé. Donc j'ai fait plein de formations à la prévention, en commençant par être formateur en gestion de premier secours. Après j'ai fait le PRAP, ce qu'on appelait avant gestion posture. Après j'ai fait l'incendie, les travaux de hauteur. Nous, on est spécialisé dans l'amiante aujourd'hui. Je suis diagnostiqueur, je fais des contrôles de chantier. Donc, je suis coordinateur SPS sur les chantiers. Donc, toute cette... Et il y a l'audiovisuel. Alors, l'audiovisuel est arrivé, si vous voulez. C'était un petit peu dans le même temps. Parce que j'ai toujours été attiré par la mise en valeur des autres, en fait. Le vivant, c'est-à-dire la captation de l'image sur le moment. C'est quelque chose que tu ne peux pas... C'est un peu comme si tu arrêtais le temps. Là, par exemple, on est en train d'être enregistré. On arrête le temps à un moment, même si c'est un moment présent, mais c'est le temps que je prends, en fait. C'est comme si je voulais quelque chose de toi, en fait. C'est péjoratif ce que je dis, mais... C'est intéressant. Mais en fait, tu aimes saisir l'instant. En fait, tu es quelqu'un du moment présent. On le J'aime ressent. ça, en fait. Et donc, en fait, le live, c'est le moment présent. C'est tout ce qui est le passé, le futur, ça t'intéresse pas, en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'en fait, quand tu parles le passé ou quand tu parles le futur, de toutes les façons, il va se passer au présent. Oui, voilà, à un moment donné. Donc, le plus important, c'est certainement ce qui se vit maintenant. Oui, donc mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, ils se laissent angoisser par qu'est-ce que je dois devenir plus tard. Exact. Ils se laissent hanter par le passé. Mais toi, est-ce qu'on pourrait dire que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas... tu te laisses happer justement par justement tous ces objectifs qu'on a tendance à se fixer pour demain, pour quand on aura 40 ans? C'est normal, je vais te dire une chose, c'est normal parce que tu es obligé de te préoccuper de ta vie, en fait, de ta vie humaine. Et la vie de tes enfants, la vie de tes proches, donc tu es toujours préoccupé. Et puis tu vois la vie en société, tu vois les difficultés, tu vois les maladies, tu vois les difficultés financières, tu vois les problèmes relationnels que tu peux avoir avec les gens, et puis les besoins, en fait, les besoins réels, comme je te dis, de vivre en société. Donc tu peux pas non plus occulter le fait qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas eu les mêmes avantages que toi. Même si on veut nous vendre une société où on a tous les mêmes chances, c'est pas vrai. On n'a pas tous les mêmes chances. Donc il faut arrêter. On le voit avec la Martinique ou même Mayotte avec les départements d'outre-mer et la France, les gars. Faut arrêter. Au bout d'un moment, on voit bien que on n'est pas. Il y a une inégalité. C'est deux Français. On est des Français de Martinique. Moi, je l'accepte au fond, en fait. Le pire, c'est que j'accepte vraiment ça, mais il faut le dire. Oui. Mais il faut le dire, il faut dire aux gens, voilà, tu es un Français de Martinique. Donc il y a des spécificités, il y a telle chose, mais me fais pas miroiter quelque chose qui n'est pas, en fait. Ne me fais pas miroiter une réalité qui ne l'est pas, en fait. Et je pense qu'il faut parler franchement aux gens, en fait. C'est un peu comme les gens qui te parlent d'indépendantistes, et puis, parce que je l'ai vécu, moi, l'indépendantiste. Je dis, ok, mais les gars, avant de parler d'indépendantistes, allons parler des écoles. On met qui c'est qui va faire un professeur? Qui c'est qui va faire la police? Alors, Laurent, je me permets de t'interrompre, parce que les quadras qui nous regardent sont dans l'attente de ma réponse de comment vivre une quarantaine décomplexée. Donc l'idée, la question qu'on voudrait te poser, on aura l'occasion effectivement de te réinviter sur des sujets sur lesquels qui te passionnent. Mais comment tu te voyais à 40 ans en termes d'objectifs? Alors, comme je te dis, moi, en termes d'objectifs, pour moi, c'est vraiment ça. Je ne suis pas carriériste, je n'avais pas de vision. Je me voyais comme un marginal milliardaire. Je sais pas si tu t'imagines le truc. Mais vivant de quoi, du coup? Milliardaire par rapport à quoi? En fait, si tu veux, la richesse est une chance. La richesse est une chance que tu as déjà, mais tu ne la vois pas, en fait. Ok. Et le problème, c'est que les gens ont toujours pensé que l'accumulation financière ou matérielle est de la richesse. En fait, elle ne devient richesse qu'à partir du moment que tu comprends que ce que tu as acquis matériellement te permet de vivre mieux avec tes proches. Parce qu'au fond, accumuler de l'argent, ok, d'accord, mais pour le dépenser avec qui, en fait? Laurent, quand tu voulais devenir marginal milliardaire, c'était pour amasser de l'argent. Le milliardaire dont tu parlais, le milliardaire, c'était quoi? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. L'argent, en fait, n'est qu'un outil qui nous permet d'accéder à des conditions de vie. La condition de vie, pour moi, ultime, était de vivre sur un bateau sans avoir à rendre des comptes à personne. Donc, pour moi, à partir du moment où j'étais comme ça, j'étais déjà riche. D'accord. Donc, tu ne parlais pas de milliardaire en mode financier? Si, c'est un peu la même chose, parce qu'au fond, l'argent te permet aussi de vivre comme ça dans cette société. Oui. Ah, tu comprends? En fait, c'est un accès à la liberté. Sans payer. En tout cas, voilà, tu n'as pas eu accès à cette liberté-là en payant quelque chose. Tu y as accédé. La liberté
n'existe pas. Tu ne l'as pas acheté. Elle n'existe pas. La libre n'existe pas. Tu ne peux pas être libre dans ce monde à partir du moment que nous sommes êtres humains. On n'est pas seul sur Terre. Tu vivrais tout seul sur la planète. Tu serais peut-être libre, mais tu es obligé de te confronter à une vie sociétale, en fait. Comment tu peux faire? Je suis libre, en fait, en sachant que j'ai mon enfant qui m'attend, alors qu'il faut que je lui donne à bouffer de tout à l'heure. Ouais. Parce que je suis libre, alors que, je sais pas, moi, il y a des gens qui comptent sur moi parce que je dois remettre tel ou tel rapport demain. Enfin, on n'est jamais vraiment libre. On a toujours des comptes à rendre dans cette société, en fait. Alors, est-ce que donc, parler de liberté, c'est faire rêver les gens. Mais il y a des contraintes. Il y a des degrés de liberté, peut-être. Toi, est-ce que tu te sens... Non, est-ce que quand tu observes autour de toi, tu te sens peut-être plus libre, moins sous tension que des gens de ton entourage, de tes Écoute, potes, moi je pense qu'en faire, c'est faire miroiter aux jeunes qu'au fond, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas d'exigence en fait. Moi j'ai toujours pensé qu'au fond, il n'y a pas d'exigence dans cette vie-là, alors que c'est pas vrai. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura toujours des exigences. Et comment y faire face? De façon la plus sereine possible, parce que c'est un petit peu la problématique. La capacité humaine, c'est sa capacité à s'adapter en fait. Et les gens ne se focalisent pas en fait sur leur capacité humaine à pouvoir s'adapter à des situations. Okay. Tu sais, la peur, c'est normal, mais la panique, elle tue. Oui. Quand tu n'es pas prêt, tu t'imagines pas le pire, en fait, tu n'es pas prêt à certaines choses. On a même vu des mamans abandonner leur enfant dans un bâtiment en flammes. Et c'est quand elle se retrouve à l'extérieur qu'elle se dit, putain, mon enfant, elle est prête à prendre tous les risques, même se tuer pour aller récupérer son enfant, mais sur le moment, sur le coco, c'est la panique qui tue. C'est le fait de ne pas être préparé, de ne pas anticiper sur des problématiques. Les problématiques, on les connaît. On a de la science, on sait. On te dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si tu crois en Dieu, analyse ton environnement. Tu roules à 200 km/h sur la route. Tes pneus sont lisses. T'as pas de casque. Tu as bu. Je sais pas moi. Bon, voilà. T'es pas très clair dans ta tête. Tu fais un accident. C'était la volonté du Seigneur. C'est beaucoup trop facile de croire au fatalisme. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Sur lesquelles on a nos responsabilités. Et sur lesquelles on peut agir, en fait. 1 + 1 = 2. Si tu te lèves le matin, que tu fais du sport, forcément, tu seras mieux pour pouvoir attaquer ta journée. C'est mathématique, c'est scientifique. Si tu te lèves le matin, que tu manges un jus frais, tu manges pas McDo, forcément, ça va te faire du bien. Ça veut pas dire que tu vas éviter la maladie. Il y a certaines choses qu'on sait. Si tu passes ton temps à fumer des cigarettes, tu vas finir peut-être par développer un cancer du poumon. Il y a des choses qu'on sait. Faut qu'on arrête de te dire, oui, mais comment on peut faire? C'est pas vrai. Tu sais déjà. Tu es célibataire. Tu me parlais, oui, la vie en couple, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont pas réussi à 40 ans? En fait, il y a pas de règles. Tu peux vivre ta vie à 40 ans comme si tu veux décider de faire ce que tu n'as pas fait à 40 ans et le faire à 20 ans. Pourquoi pas, en fait? Mais attends, du coup, justement, on n'a pas parlé de ça. Est-ce que tu te voyais pas marié ni avec des enfants alors quand tu étais marginal sur ton bateau? Tu te voyais seul sur ton bateau? Là, par exemple, je construis une maison avec ma compagne. Tous les deux, on ne voulait pas de maison. Ok, c'était pas dans un objectif à atteindre. C'est purement un investissement financier. Okay. C'est purement ça. Ouais. Parce qu'on s'est dit, l'argent qu'on met, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi avec, en fait? Alors, c'est intéressant, Laurent, pourquoi? Parce qu'on a un petit peu checké un petit peu autour de nous, les quadras, et on s'est interrogé sur quelles étaient leurs aspirations et leurs objectifs pour la quarantaine, et on a beaucoup qui répondaient, effectivement, le fameux package avec propriétaire, marié, le CDI, la maison, la piscine, accessoirement, les enfants. Et donc, quand on t'entend, effectivement, voilà, toi, par rapport à cette vision-là, est-ce que autour de toi, les quadras qui t'entourent, quel constat tu peux faire par rapport à eux, leur aspiration versus toi, ta manière de voir les choses? On a tous grandi comme ça, on a tous vu nos parents grandir comme ça, on a tous évolué, donc on reproduit un petit peu ce qu'on a vécu, c'est tout à fait normal. Hein. Et on aspire à avoir les mêmes choses que nos parents ont obtenues. Mais après, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a besoin de paix, en fait, on a besoin de stabilité. Donc, quel être humain qui n'a pas besoin de quelqu'un près de lui, en fait, pour ne serait-ce que vieillir et mourir? Quel être humain qui ne voudrait pas connaître ce sentiment de cet amour inconditionnel d'un enfant? Alors je veux bien comprendre, j'accepte les gens qui me disent qu'ils veulent pas d'enfants et tout ça. Ça, je le comprends. Ou qui n'ont pas de partenaire qui permettrait de construire ce foyer. Je comprends que quelqu'un te dise qu'il veut pas d'enfants. Okay. Maintenant, il ne pourra jamais connaître ce que c'est que d'avoir un enfant. Et moi, je te dis que avoir un enfant, c'est un amour inconditionnel. C'est quelque chose. Imagine la personne que tu aimes le plus au monde. Ton enfant, ce sera un amour 100 fois plus. Oui. Et ça, si tu ne le vis pas, tu peux pas savoir ce que c'est, en fait. Donc, je connais pas quelqu'un qui voudrait pas vivre ce genre de choses, en fait. En général, la plupart des gens veulent vivre en paix, ils veulent vivre des émotions fortes, ils veulent vivre pleinement, en fait. Mais est-ce que la paix, c'est justement le package? C'est ça la question, parce qu'on est tous en train de vouloir se conformer, rentrer dans la case de la société selon laquelle il faut
être propriétaire, il faut avoir un CDI, il faut avoir une belle maison, il faut avoir ses enfants qu'on emmène au sport le samedi ou le mercredi après-midi pour être accompli et comblé. Et contrairement, malheureusement, il y en a qui ne se conforment pas à cette dite attente de la société. Ils se retrouvent frustrés et ils posent sur un regard qui est décevant parce qu'ils se disent que l'objectif à atteindre, comme mes parents, comme mon voisin de 40 ans, de 43 ans, moi, je suis encore en train de me chercher professionnellement ou bien j'ai tout lâché parce que mon travail ne me satisfaisait plus. Je n'ai pas d'enfants ou bien je reprends mes études ou bien je suis chez mes parents. Donc, il y a beaucoup de quadras qui vivent je dirais problématiques parce que pour eux c'est un problème et justement parce qu'ils s'identifient à ce qu'on attendait d'eux à cette tranche d'âge là ou alors je vais préciser aussi par rapport à ce que Aïda dit parce que toi tu dis que c'est un amour inconditionnel d'avoir des enfants et tout. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants parce que la vie a fait qu'ils n'ont pas eu les circonstances pour. Donc une personne justement qui se retrouve à 45 ans 48 ans, elle n'a pas pu avoir d'enfants, que ce soit un homme ou une femme, et va t'entendre aujourd'hui et elle va se dire mince, je suis passée à côté de quelque chose. Cet amour inconditionnel, je vais jamais le connaître en fait. C'est ça. Je vais vous parler d'une expérience qui m'a vraiment transformé ces dernières années. C'était juste avant le Covid. D'ailleurs, c'était peut-être une semaine après que Macron entendait dire oui, c'est la guerre et tout. Je perds ma mère en fait de cancer du pancréas. Elle s'est battue pendant 3 ans pour la maladie. On était autour d'elle et tout. On lui avait donné 6 mois en fait. Et je n'ai jamais ressenti le fait que ma mère soit réellement partie, en fait. J'ai toujours l'impression qu'elle est là. Chaque fois que je réfléchis à quelque chose ou je me pose des questions, je me dis, ouais, mais comment elle aurait aimé que je réagisse face à cette situation, en fait. Donc, j'ai toujours le sentiment qu'elle est autour de moi. Et ce sentiment est d'autant plus fort que j'ai compris que cette vie est éphémère. Rien n'a d'importance, en fait. Rien à l'échelle de l'univers. C'est peut-être beaucoup difficile à entendre pour des gens qui souffrent à l'heure où je te parle, hein, qui ont des difficultés de vie, qui ont des difficultés financières, qui sont frustrés de ne pas avoir d'enfants, etc. Rien n'est important. À l'échelle de l'univers, non seulement on représente une petite poussière, et est-ce qu'on la voit cette poussière, et dans cette poussière, tu as encore les humains qui sont dedans. Donc réellement, est-ce qu'on a un impact sur ce qui se fait dans l'univers? Honnêtement, je vais te dire, non, tout ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucun impact. Que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas, que tu aies vécu des émotions fortes, que tu n'aies pas vécu. En fait, c'est juste ta vie, en fait. Il faut apprendre à l'accepter. L'acceptation. Quand tu vas commencer à apprendre à accepter ta vie, tu verras qu'il y a énormément de surprises, il y a énormément de choses qui sont face à toi, énormément d'opportunités qui sont présentées à toi, qui ne sont pas présentées aux autres. Parce que ta vie, en fait, ces choses-là, ces difficultés que tu as rencontrées, elles sont façonnées pour que tu puisses avoir d'autres opportunités. Une porte qui se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Et les gens oublient souvent ça. Ils ont toujours l'impression, ah oui, mais j'ai pas eu ça. Ouais. Mais Diego, mais se focalise sur ce qu'on n'a pas eu ça, mais regarde bien ce qui se passe, en fait. Observe ce qui se passe autour de toi. Les gens ne s'observent pas. L'amour est partout. La paix, par contre, c'est plus difficile à l'avoir. Et plus les gens vont chercher à rechercher des situations où ils n'ont pas de, je vais pas parler de contraintes, puisqu'on en aura toujours, mais des situations où les gens sont apaisés, sont tranquilles, en fait, où il n'y a personne qui vient t'emmerder, il n'y a personne qui vient te faire chier, où tu n'as pas de problème, en fait, psychologique, où tu n'as pas d'ennui dans la vie. Ouais. C'est ce qu'il faut rechercher, en fait. Et les gens Comment vont chercher des problèmes. Alors, oui, tout le monde aspire à avoir cette paix intérieure-là, mais accepter sa vie. Comment on fait ça? Comment on arrive? Je te parlais du milliardaire. Oui. Mais la solution, parce que là, il nous reste à peine une minute. Oui, mais la solution, mais justement, la solution, parce que les gens pensent qu'en faisant ça, c'est l'argent qui va régler le problème. Oui, exactement. Plus j'aurai de l'argent, plus je vais accumuler. Tout à plus fait. j'aurai des villas, plus le matériel. Voilà, le matériel, j'aurai plus facilement une femme, je pourrais plus facilement m'occuper de ma famille. Exact. Mais en fait, c'est de l'esclavage, en fait. Plus vous avez des maisons, plus vous avez des objets, il y a beaucoup de milliardaires, je connais beaucoup de gens riches qui n'ont rien à leur nom. Mais comment être en paix alors? Parce qu'en fait, le but, si vous voulez, c'est de se libérer de tout ce qui nous accapare, en fait. Oui. De ce côté propriétaire. Oui. Je suis propriétaire de ça. Oui. Ça m'appartient. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant. Il n'y a rien d'important. Rien ne t'appartient. Tu vas partir. C'est ça la seule vérité. Tu ne vas partir. Quelle Donc arrête de te certitude. casser la tête sur j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci. Dieu ne t'a pas donné. Si tu penses à Dieu, si tu parles de Dieu, ou l'univers ne t'a pas donné d'enfant, c'est pas grave. C'est ton chemin, c'est ta route. Accepte ça et puis continue. Si tu ne veux pas l'accepter, c'est ton problème. Tu vas souffrir avec et tu vas continuer à te souffrir. C'est parce qu'il y en a d'autres aussi qui passent par là et qui continuent de souffrir comme toi. Pourquoi lui pas un autre? C'est comme ça, en fait. Et c'est dur à dire, en fait. Des fois, c'est dur à dire d'accepter la réalité. Oui. Les gens ne veulent pas l'accepter. Pourquoi moi pas un autre? Pourquoi ça m'arrive à
moi? Pourquoi les Palestiniens, pas les Israéliens? Pourquoi les ceci? Pourquoi les Noirs? Pourquoi le Congo? Pourquoi les machins? Les amis, je ne sais pas. De toutes les façons, tout ça n'a pas d'importance. On va tous mourir. Donc, essayons de faire avec ce qu'on a. Est-ce qu'on peut essayer de voir si on peut vivre ensemble? T'aimes pas ça? Moi non plus, j'aime pas ça. Mais est-ce que je peux essayer de voir que je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de voir si je peux faire avec toi? En fait, alors Laurent, je me permets-moi de t'interrompre parce qu'on arrive au terme de l'émission. Oui, est-ce que, voilà, la vie 4.0, il y a des quadras qui nous regardent, qui te regardent. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à tous ceux qui n'ont pas coché toutes les cases, à tous ceux qui sont en reconversion, en train de chez leurs parents, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une maison, qui ne sont pas propriétaires, qui n'ont pas d'emploi, qui sont hors cas, qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants parce que, voilà, la vie faisant. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ça se passe là. Moi, je leur dis honnêtement, les amis, il faut vraiment que vous pensiez à commencer à vous-même, à vous aimer vous-même, à faire des choses pour vous, prendre du temps pour vous, apprécier la vie qu'on vous a donnée sur cette terre avec les moyens que vous avez. Vous êtes peut-être malade ou pas. Alors, si vous n'êtes pas malade, vous avez encore beaucoup plus de chances que les malades. Donc, levez-vous, en fait. Ne serait-ce que se lever le matin, c'est déjà pas mal. Et faites quelque chose. Faites quelque chose, allez dans les bois, vous promenez-vous, essayez de faire quelque chose qui vous crée de l'émotion et c'est pas grave si vous n'avez pas coché toutes les cases en fait. On vous demande pas de les cocher, vous pensez que la société vous le demande, mais en fait c'est faux. C'est une image qu'on vous, c'est juste un miroir qu'on vous rejette, mais au fond c'est pas vrai en fait. Rien ne te dit de rouler dans une belle voiture, c'est des conneries ça. Quelle différence ça fait? Moi la voiture que j'ai là, c'est presque oui, alors que j'aurais quand même pu m'acheter une belle voiture neuve. Ouais. Mais non, mon argent, je veux le mettre ailleurs. Oui. Et je m'en fous de l'image que je rejette. Ah, on regarde la voiture qu'elle roule. C'est pas grave, en fait, les mots. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. On va retenir ça. Je m'en fous. Et on est de passage. On est de passage. Et accepter. Cette vie est éphémère. Il faut vraiment comprendre que cette vie est éphémère, que tout ça n'a pas d'importance, en fait. Vous êtes en train de vous focaliser sur des choses qui n'ont aucune importance. La seule chose qui compte, c'est les émotions que vous ressentez, ce que vous vivez. Donc, essayez de les changer si elles sont négatives. Et de construire au maximum de jolies émotions. Essayez de les changer si elles sont négatives. Si elles sont négatives, transformez-les en du positif. C'est tout. Faites ce que vous pouvez pour le faire. C'est tout. Sinon, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il est insatiable. On ne pourra pas l'arrêter, mais on est obligé de mettre un terme à l'émission. On réfléchira à une deuxième à une autre. Ah, complètement. Désolé, les amis, parce que vous me posez des questions, c'est vrai qu'il y a des trucs qui me viennent. Il y a la passion. Non, mais c'est très bien. On adore. On adore. C'est le feu qui t'anime, là. Voilà. On va éteindre le feu. Non, on ne peut pas l'éteindre. Ce feu-là, laissons-le au contraire. Se nourrir. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. C'est moi, vraiment, pour votre invitation. C'était vraiment sympa. Voilà. Prochainement, on vote certainement pour une deuxième partie. Exact. Voilà, en tout cas, c'est ça. Donc, c'était La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. C'était sur Fusion TV. Merci. Merci.